Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Aujourd'hui, je suis au salon Performance Environnementale de Pôle Pharma et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai voulu faire un épisode. Je ne pensais pas faire un épisode sur ce sujet. Alors, je suis avec Sébastien Delatteignant et je suis le directeur général et l'un des fondateurs de la société Kaelis. Alors, qu'est-ce que ça fait Kaelis ? Kaelis, on est fabricant et maintenancier d'enceintes climatiques spécialisées pour l'industrie pharmaceutique. Alors voilà, c'est un sujet ultra spécifique. Mais alors en fait, voilà, tu as fait une présentation, juste une présentation de l'entreprise. Donc là, je vois, voilà, très bien, entreprise qui fabrique des enceintes climatiques depuis 2019. Et là, slide suivante, la liste de clients. Pouah, franchement, je sais pas, peut-être aller 50 noms, tous les gros noms du secteur. Créé en 2019, je dis, putain, il y a un truc quand même, c'est pas possible. Quelque chose s'est passé avec cette entreprise. Effectivement, en fait, déjà, alors pour rappeler déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une enceinte climatique, c'est un équipement qui reproduit un environnement climatique, une température, une hygrométrie dans un volume étanche. Et nos clients, principalement l'industrie pharmaceutique, va tester ces produits dans des conditions particulières et vérifier que ces propriétés physico-chimiques n'ont pas évolué dans le temps en fonction des conditions climatiques. Donc c'est la stabilité. La stabilité. Et des études de stabilité dans l'industrie pharma, c'est ça. On est effectivement une entreprise qui s'est créée en 2019 par mon associé Arnaud Louis-Alexandre. On est tous des anciens du monde de l'enceinte climatique, d'une dernière entreprise qui a déposé le bilan. Alors d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de fabricants français et on a voulu, du coup moi j'ai rejoint en 2020-2021 l'entreprise. J'en ai pris la direction générale et l'objectif était de faire un peu changer les choses. Est-ce que c'est quoi le problème de l'enceinte climatique sur le marché pharmaceutique ? C'est qu'il y a peu d'acteurs. Il n'y a pas d'acteurs et puis on reste sur des technologies qui ont pour certaines une trentaine d'années. C'est énergivore et il n'y a pas d'école qui existe, donc vous n'avez absolument pas de solution autre que celles qu'ils peuvent avoir. Donc on va chercher des entreprises étrangères qui peuvent livrer. Le marché est tout petit et ça nécessite beaucoup de compétences pour pouvoir faire la maintenance d'enceintes climatiques. Il faut savoir être frigoriste, électrotechnicien, électronicien, automaticien et de plus en plus informaticien. Et du coup, c'est compliqué à trouver. Du coup, c'est tellement spécifique que il faut être tombé dedans un moment par hasard, s'être formé sur le tas. Et une fois qu'on a découvert ce métier qui nous est particulièrement cher et qu'on considère comme fantastique, on a un peu de mal à le quitter. C'est pour ça que quand on a démarré sur ce sujet-là, à la base, on a voulu faire du SAV. Est arrivé le Covid. Donc du SAV, c'est-à-dire aller sur les sites pour réparer les enceintes climatiques qui tombent en panne. Là où certains peuvent dire on ne sait pas réparer, donc c'est que c'est pas réparable. Du coup on dit non, en fait c'est tout équipement est réparable, on va réparer les enceintes. Et puis après on a des clients qui souhaitent investir parce qu'ils doivent augmenter leur quantité, leur capacité. Et du coup à ce moment-là, nos clients nous ont poussés à fabriquer des enceintes climatiques, on savait le faire avant, et du coup on a décidé de fabriquer des enceintes climatiques pour l'industrie pharma. Mais c'est quand même dingue, c'est genre Sébastien, tu peux pas nous fabriquer des enceintes climatiques ? En fait on a des besoins, on sait pas faire, mais si vous faisiez avant, vous savez faire la remise à niveau froid, vous savez tout faire, au pire on vous s'occupe des panneaux, c'est pas mais qu'est-ce qui vous fait peur ? Parce allez-y, pas de problème, on se lance et puis faites-le, on a des besoins. Et du coup on s'est lancé. Ça a plutôt bien fonctionné et effectivement aujourd'hui on travaille avec une cinquantaine de labos pharma en France, principalement par bouche à oreille, parce que les gens changent et puis c'est tellement la bête noire une enceinte climatique dans une industrie pharma, puisqu'il ne faut pas que ça tombe en panne. Si ça tombe en panne, il faut réagir le plus vite possible, c'est la cata, il y a des études. Faut arrêter ton étude quoi. Voilà, les études, il faut justifier des non-conformités, c'est une paperasse documentaire, il faut être précis. On ne parlait pas encore de l'aspect environnemental il y a quelques années, c'est vraiment depuis les 2 dernières années, mais 2020, 2021 on n'en parlait pas. Et nous on s'est dit qu'on voulait faire changer les choses sur cette partie-là aussi. On est tous parents, on a envie de donner à nos enfants quelque chose de meilleur avenir, en tout cas au moins autant que ce qu'on a eu. Exactement. Et nous, on manipule des fluides frigorigènes. Ces fluides frigorigènes sont polluants pour l'environnement. Alors, il y a des études qui sont faites pour réduire
de plus en plus leur utilisation ou réduire la pollution des fluides en changeant des fluides, en mettant des nouveaux fluides. C'est très normé, les industriels sont de plus en plus embêtés par ce genre d'utilisation. Et nous, on s'est dit, en fait, à la base, pour une stabilité pharma, la plus basse température, c'est 25 degrés, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire changer les choses? Du coup, on s'est dit, et c'est dans ta conférence où tu as droppé la deuxième bombe. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la deuxième bombe, c'est que sur le bilan carbone global d'une enceinte climatique, 70% de son empreinte carbone, c'est juste le fluide. C'est-à-dire que c'est pas le transport, c'est pas la fabrication, c'est juste le fluide et son recyclage. Et ça, c'est terrible. Pour un 25 degrés, quoi. Pour un 25 degrés. Mais encore, pour un 25 degrés, c'est un point. Mais imaginez pour le 40 degrés. Parce qu'on utilise également du fluide pour faire du 40 degrés. Donc ça, en gros, il faut se dire que pour pouvoir faire la condition 40 degrés 75%, qui est la condition accélérée dans l'industrie pharma, on utilise des bouilleurs. Donc on fait chauffer de l'eau. On fait chauffer de l'eau et ça crée un brouillard de vapeur qu'on envoie dans le volume. Comme on envoie de la vapeur d'eau, du coup, ça fait monter la température. Du coup, on utilise un compresseur pour faire baisser la température et le ramener à 30. Ce compresseur évacue des calories dans le laboratoire. Et on utilise une climatisation pour renvoyer les calories à l'extérieur. Donc le bilan, si on prend juste, sans aller faire d'études de bilan carbone, est très, très poussé. Mais on se dit que pour faire du 40 degrés, on a besoin d'une résistance pour l'humidificateur qui tourne 24 heures sur 24 et 2 groupes froids. 2 groupes froids pour une température finalement de maison, quoi. Même pas de 40 degrés. Ah, de 40 degrés. On doit chauffer normalement. Donc déjà, nous, à l'heure actuelle, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a déjà supprimé l'utilisation des groupes froids pour ces températures supérieures à 30. Donc dès qu'on est au-dessus de 30, il n'y a plus d'utilisation de groupes froids. C'est-à-dire que nous, dans notre régule, on interdit. On maîtrise 2 points. On maîtrise l'aérolique pour tout l'aspect homogénéité de l'enceinte. Et l'aérolique, du coup, c'est tout simplement le flux d'air. Pour être sûr que l'air peut se déplacer partout dans le volume et donc on s'assure qu'à un instant T, l'écart de température entre le point le plus froid et le point le plus chaud est le plus faible possible. La norme, c'est plus ou moins 2 degrés dans la norme pharma. Nous, on est à plus ou moins 0,3 degrés. On est très précis, effectivement. Et on a une stabilité inférieure à 0,01 degré. Donc on est très très précis en stabilité. Les points ne bougent pas parce on fait beaucoup on brasse beaucoup l'air et on a une régule qu'on a développée nous-mêmes. Il n'y a pas de régulateur sur le marché aussi précis. Quand tu dis la régule, c'est le petit ordinateur qui fait... L'IHM, l'interface homme-machine qui fait que... Alors ça, c'est l'interface homme-machine. L'afficheur, c'est pour communiquer avec l'utilisateur. Mais à l'intérieur, il y a une sorte d'automate, un programmateur, un calculateur, qu'on appelle un régulateur, qui va permettre de soit faire du chaud en fonction de la température, demander à faire du chaud, demander à faire du froid. C'est ça, on régule comme ça. Dans notre métier, on demande à être très précis et il n'y a pas de régulateur dans le commerce qui cherche à être aussi précis parce qu'il n'y a aucun autre intérêt où on cherche à être à 0,1 degré près. Ouais, c'est ça. Et c'est ça ce que tu m'expliques au départ sur les grosses structures étrangères qui vendent des produits à l'industrie pharmaceutique. C'est qu'en fait, ils vendent des méga trucs pour faire des petits trucs, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Et puis, on est obligé on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on a juste besoin d'envoyer assez pour pas aller trop. Puisque quand on a des oscillations, donc ça monte et ça descend, on le voit peut-être chez les clients des cours. Ça fait des oscillations, ça fait j'arrive plus à des sinusoïdes. Voilà, ça y est, j'ai l'air fou là, il vient de loin celui-là, des sinusoïdes. Et en gros, à chaque fois que ça monte, on chauffe, et à chaque fois qu'on descend, ça refroidit. Donc en fait, vous consommez. Ça consomme tout le temps, soit du chaud, soit du froid. Et donc en faisant ce genre de choses, du coup, si on arrive à réduire et à faire des courbes qui sont plates, du coup on consomme moins. Ouais, au plus la courbe est plate, au plus la régulation est bonne et au moins on consomme. On a regardé hier sur la machine, pour faire du 40 degrés, on utilise la chauffe à 2 ou 3% de sa capacité. Donc on réduit l'utilisation, la consommation globale de l'équipement, ça c'est déjà ce qui est mis en place. Et ça, c'est réussi car vous avez fait une machine exprès pour la stabilité. Dédiée pour la stabilité pharmaceutique. Ce qui n'existait pas avant en fait. Non. Et avant, ils utilisaient quoi en fait des enceintes de stabilité qui pouvaient servir pour l'industrie aéronautique, l'industrie spatiale, le nucléaire, la défense, sur d'autres domaines. Voilà, avec peut-être des amplitudes de température beaucoup plus fortes. Beaucoup plus rapides. Là, typiquement, quand vous voulez passer d'une condition de 40 degrés 75% à 25-60, il va peut-être falloir attendre 2 heures. Alors qu'avant, ça se faisait en 10 minutes. Ouais.
Mais voilà, mais un industriel, surtout dans la stabilité, ne change rarement ses conditions. De toute façon, on est obligé de passer par une phase de qualification et du coup, quoi qu'il arrive, ça passe du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était un besoin qui était complètement... Le besoin, c'était de pouvoir comprendre l'industriel pharmaceutique. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que Vas-y. son besoin était de le comprendre, puisque c'est difficile pour un frigoriste de chercher à faire des petites puissances. Autant mettre de la puissance, comme ça on est sûr que ça marche. Ouais. Qu'il fasse 25, 21, ou 25 ou 24 ou 26, c'est pareil. Oui, dans la théorie. Par contre, pour un industriel pharma, ça va être hyper important, précis, parce que c'est des équipements qui sont audités et il faut qu'ils soient les plus précis possibles et qu'ils puissent justifier leur performance dans le temps. Et du coup, le fait d'être justement très précis, finalement, on fait des économies d'énergie, quoi. Exactement. Et donc, troisième bombe de la conférence, nous, tu as dit un truc du genre, nous, chez Keolis, on se passe des fluides frigorifiques. Ouais. C'est notre projet. Alors, quoi Et ça, il faut absolument que j'aille voir pour comprendre tout ce bazar. Effectivement, notre projet, on a été reconnu jeune entreprise innovante en 2021 puisqu'on a fait un premier prototype sur la suppression de ces fluides frigorigènes. On a avancé ce premier proto, on l'a fait avec du pelletier. Ce pelletier, le problème, c'est que... Est-ce que tu peux expliquer rapidement le ce que c'est que le pelletier pour tout le monde, en c'est gros, pas forcément évident. Pour simplifier, quand on fait du froid, quand on cherche à utiliser un compresseur frigorifique, en fait, on cherche à faire un transfert de chaleur. Quand on utilise une clim à la maison, on prend de la chaleur qui est à l'intérieur de la maison et on l'envoie à l'extérieur. Et quand on cherche à faire du chaud dans la maison, on utilise une pompe à chaleur, on vient pomper de la chaleur à l'extérieur qu'on envoie dans la maison. C'est un transfert de chaleur. L'effet Peltier, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser un compresseur, on va utiliser un composant électrique qui a la propriété de, quand on fait passer un courant électrique dedans, on a un transfert de chaleur qui se passe. Donc on absorbe des calories. Ouais. Voilà, on ne fait pas de froid, on absorbe des calories. Parce que du coup, moi, je connaissais le truc qui avait fait Peltier pour les frigos de voiture, là, ceux qu'on branche sur l'allume-cigare. Exact, les glacières pour voiture, exactement. Voilà. Et ben c'est le même principe. Et après, pour tous ceux qui veulent faire du bricolage chez eux, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Bernevé Chamiot, qui fait des poêles dragons et qui utilise des effets Peltier partout pour faire des alimentations de pompe et tout, c'est trop fort. Parce que c'est souvent utilisé par des petits équipements. Et donc là, on est en train de lever les derniers verrous techniques. On est lauréat du plan France Relance 2030 sur ce sujet-là. L'objectif, commercialiser 2027 une enceinte climatique sans fluide frigorigène. Donc, sur le principe, alors on chauffe toujours avec une petite résistance et on refroidit avec l'effet Peltier. Presque. L'idée, ce sera... l'idée, c'est que comme on va réussir à... On va combiner la température, la chauffe, le refroidissement, la production d'hygrométrie, la production de séchage en un seul système. Comme l'humidité est proportionnelle et à la chaleur est totalement liée à la chaleur, ce qui est bien, c'est quand on fait varier la température, on fait varier l'humidité. Okay. Si on arrive à maîtriser cette petite variation de température qui fait varier l'humidité, alors on a tout gagné. Et du coup, l'humidité, alors ça c'est pareil, c'est un truc que tu m'as montré hier, que je connaissais le principe, mais j'aurais jamais eu l'idée d'utiliser là-dedans. C'est quand vous produisez l'humidité. Avec de l'ultrason. L'ultrason, alors ça, c'est pas nous qui l'avons développé, l'ultrason existe déjà. L'ultrason est utilisé sur les marchands de fruits et légumes, par exemple. Un peu les brouillards qu'on a un peu chez le primeur. Comme moi je connaissais, c'était chez Nature et Découverte, les petites fontaines à diffuseurs de voilà, de exactement. Machin, ça fait un petit brouillard trop bizarre. Eh ben, ce petit brouillard, on vient avec des petites pastilles qu'on appelle des piezo. On vient faire vibrer à très haute fréquence ces pastilles. On vient du coup exploser les molécules d'eau. Et du coup, les molécules d'eau viennent s'accrocher à l'air. Et du coup, l'air transporte l'humidité dans le volume. Okay. Donc on a eu notre premier article scientifique qui est sorti en 2023, me semble-t-il, 2023, sur un nouvel humidificateur. Et là, on a la version 2 sur un humidificateur qui est encore plus éco-responsable, fabriqué sur Toulouse, chez nous, où on dépose le brevet en septembre. Trop fort. Donc, tu fais vibrer l'eau pour créer l'humidité. Et ensuite, du coup, tu l'as fait rentrer dans la chambre. L'air, par un système naturel, type Venturi, de système de pression-dépression, tout à fait naturel. L'eau et l'humidité... Et entraînée dans la chambre. Entraînée dans la chambre, automatiquement, naturellement. Ok, donc là, l'humidité augmente. Et alors, du coup, comment tu fais pour faire varier la chaleur ? Avec le pelletier ?
La chaleur, alors actuellement, on chauffe avec des résistances et on refroidit avec des fluides. Demain, en fait, on aura un composant global qui va tout gérer là-dedans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, parce qu'il y a toutes les questions de gestion de la pression et tout ça, mais je vous raconterai tout ça quand ce sera breveté. Je serai content de venir vous présenter tout ça. En tout cas, bon, bref, une innovation je trouve une innovation de folie. En fait, c'est repenser depuis zéro pour une utilisation qui finalement... personne n'avait remis en question depuis, je sais pas, les trucs de stabilité, il y en a depuis que l'industrie pharma existe, quoi. Enfin, peut-être pas non plus, mais depuis que les stabilités existent, ce qui fait longtemps. Et finalement, tout le monde a toujours fait ça de la même manière. Et là, du chaud avec de l'électricité et du froid avec des fluides. Avec des compresseurs, voilà. Et du coup, là, boum, quelqu'un arrive, il y a 5 ans, et casse tout, quoi. Incroyable. Notre volonté n'était pas forcément de casser, était de proposer une alternative, parce qu'au début, on parle beaucoup actuellement de l'économie. D'ailleurs, le congrès performance environnementale en est lié à trouver comment on peut faire de la performance. En 2021, on n'en était pas encore, on en parlait, mais c'était pas encore, il n'y avait pas encore cette notion qui était vraiment impliquée. On y était parti uniquement pour proposer une alternative et dire que c'est possible pour certains industriels qui nous avaient émis la possibilité. Maintenant, ça devient de plus en plus contraignant. On a toute notre place. Je pense qu'on a été on a vu ça en avance, mais on l'a fait pour conviction uniquement personnelle. Pour essayer de faire changer les choses à notre niveau. On veut contribuer de façon modeste à ce changement, en fait. Et en tout cas, pas continuer à contribuer au fait qu'on va droit dans le mur. Ok, trop bien. Enfin, en tout cas, c'est impressionnant. Et donc après, c'est vrai que finalement, vous faites des enceintes climatiques sur mesure maintenant, c'est ça? Oui, on a deux gammes. On a toute une gamme d'enceintes qu'on appelle monobloc, qui est des enceintes de 600, 1300, 2000 litres. En gros, on prend des caisses de réfrigérateurs et on assemble chez nous dans notre usine à Toulouse ces équipements pour l'industrie pharmaceutique essentiellement. Et ensuite, on a la possibilité aussi de faire des chambres, soit intérieures, soit extérieures, où en gros, l'aspect d'intérieur, c'était pour des grands contenants. Mais on a travaillé sur des sujets avec des partenaires, qui avaient besoin des partenaires pharma, qui avaient besoin d'augmenter leur volume. Et pour cela, ils allaient construire des bâtiments. Et le fait de construire ces bâtiments, en fait, ça perméabilise les sols. Et pour quelque chose qu'on pourrait, par exemple, dans un conteneur ou dans un bâtiment modulaire, le positionner, le raccrocher directement à l'usine pour qu'il n'y ait pas besoin de sortir. Et c'est posé sur 4 plots et les sols ne sont pas perméabilisés. Du coup, là, c'est finalement, en termes déjà en rapidité d'exécution, en efficacité d'exécution. Il y a effectivement, merci de le préciser, il y a ce point-là sur la partie rapidité, c'est que travailler maintenant dans des industries pharmaceutiques, certaines sont Céveso, ça devient compliqué, ça devient lourd. Là, l'avantage, c'est que l'industriel met 4 plots au sol, nous amène un câble électrique, nous amène un robinet d'eau courante, on fait le reste, en une journée c'est monté. Une journée c'est monté, une semaine de qualification et c'est parti. Il n'y a pas tout le travaux. Donc on rajoute un peu de flexibilité là où ça devient de plus en plus contraignant de faire intervenir des prestataires, surtout quand il y a des travaux à faire. Trop bien. Écoute, en tout cas, des précisions scientifiques sur des sujets pratiques, en fait, c'est ça que j'adore, parce que du coup, même si les principes étaient quand même connus, finalement, l'utilisation pratique est super intéressante. Tout ça packagé dans un nouveau truc, qui a un succès important pour justement un effet finalement environnemental qui est globalement hyper satisfaisant. Donc franchement, j'ai compris pourquoi ça a eu autant de succès ces dernières années. Merci. Pour conclure, en fait, Caelis, on a 3 grandes cordes à notre arc. Le premier, la fabrication. Le deuxième, la recherche. Et le troisième, le service. Le service, on n'en a pas parlé, c'était toute la partie, en gros, ramener un nouveau service au client, c'est-à-dire, on va essayer de réparer plutôt que remplacer. On a une équipe de techniciens, on a 12 techniciens qui sont répartis en France, puisque c'est bien beau de parler d'écologie, mais s'il faut faire 700 bornes à un technicien pour aller dépanner une électrovanne, on n'y est pas dedans non plus. On a des techniciens qui ont des camions avec un stock, ce qui fait que quand on intervient chez le client, 80% du temps, on dépanne. On n'a pas besoin de revenir, de constater que la machine est bien en panne, de revenir ça met du temps. On essaie d'être vraiment réactif. On intervient dans les 24 à 72 heures en fonction du problème. On est capable d'intervenir en moins de 24 heures sur certains cas d'urgence. Et c'est cette partie service. On remet le service avec un grand S au centre de la place. Ce qui n'existait pas forcément avec justement
On est dédié à l'industrie pharmaceutique et à cette maintenance, donc forcément on a ces contraintes à côté, où un autre industriel aéronautique ou automobile, si son essai est en panne, déjà il dure que quelques heures, c'est pas 3 ans, donc au pire il décale de 3 ou 4 jours son essai, ça le change pas trop dans son organisation. Un industriel pharma, décaler un test de 3 ans, c'est chiant. C'est pas la même chose, effectivement. Yes. Ok, écoute, on reprendra des nouvelles certainement dans 1 an peut-être, pour savoir où vous en êtes. Mais en tout cas, félicitations et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Paul, merci.